à l'intérieur des pays européens, que ce soit le communisme, donc la défense des prolétaires, que ce soit le féminisme, aujourd'hui les mouvements LGBT, tout ce qui relève de ce dont les Blancs sont très fiers, c'est-à-dire leur progressisme. En réalité, ça a été un progressisme nationaliste. Ça a été un progressisme qui a consisté simplement à œuvrer dans le sens de l'égalité entre Blancs au détriment des peuples du Sud. Et c'est ça qui est en train de se jouer actuellement et qui continue de se jouer. Donc, je ne parle pas en tant que féministe décoloniale à des féministes blanches. Je parle en tant que militante décoloniale blanchie. Donc, bénéficiaire d'une part de la blanchité et donc responsable d'une part du crime. Donc moi c'est de là que je pars et je parle à tous les criminels qui sont là, parce que nous partageons le même crime, et bien d'en faire autant. Et donc en fait, ce que tout le monde doit faire ici, c'est pas tellement de se solidariser comme on se solidarise par exemple des bébés phoques. C'est pas ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on lutte pour notre propre dignité. C'est pour nous. Nous, on ne doit pas accepter que ce crime se fasse en notre nom. Voilà, c'est tout. Et ce serait pas des Palestiniens et ce serait des Congolais, parce qu'il se passe la même chose au Congo, que c'est exactement pareil. C'est pareil. C'est ça, c'est tout. Et c'est rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a pas de moraline, il n'y a pas d'humanisme, et on n'a rien à foutre de l'humanisme, parce que moi, par exemple, si j'apprends que, je sais pas où, en Amazonie, il y a je sais pas moi, par exemple, il y a des peuples qui n'ont pas encore été, disons, transformés par la modernité occidentale et qui sont restés dits des peuples primitifs. Je dis des mots comme ça pour dire qu'ils n'ont pas été intégrés dans la modernité occidentale et qu'ils ont été épargnés. Et que, disons, dans ces peuples-là, on pratique manger les bébés. Manger les gens, les cannibales. On pratique du cannibalisme. Bon, par exemple, ben j'en ai rien à foutre. Moi, personnellement, je me mêlerai pas de cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est pas à cause de moi. C'est leur problème, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pas le crime en tant que tel qui m'intéresse. C'est pas le cannibalisme ou je ne sais quelle chose affreuse. Je m'en fous. C'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui engage mon humanité à la mienne et donc qui me corrompt. C'est ça. C'est ça qui m'engage. C'est pour ça que j'agis et pas pour une autre raison. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis le moralisme, il faut le jeter par la fenêtre. Et il se trouve que par ailleurs, le moralisme, c'est ce qu'on bouffe à longueur d'année. On ne fait que bouffer de la morale. Et c'est la raison. Et la morale, en fait, ça se retourne comme une crêpe. Les moralistes d'hier, c'est Macron aujourd'hui. Macron, il peut parfaitement bien à la fois être moraliste et commettre tous les crimes qu'il commet. Je pense que il y a rien là-dedans du féminisme blanc. Donc, il n'y a pas à chercher à les convaincre, à leur expliquer. Le féminisme blanc est du côté des classes dominantes. Il est du côté de l'impérialisme. Il a été complice. Il a été complice du colonialisme. Il est complice du capitalisme. Je n'attends rien du féminisme. Maintenant, il y a l'autre question que tu poses. Est-ce qu'il y a des féministes blanches avec qui quelque chose serait possible? Et là, j'en reviens, c'est à elles de voir, c'est pas à moi d'aller les voir. Je ne dois pas porter le fardeau de leur décolonisation ou du fait qu'elles doivent se déblanchir. C'est quand même pas à moi d'aller leur dire, c'est à elles de le faire. De faire toujours porter le fardeau de la transformation, justement, de la prise de conscience de ces blancs sur les Arabes, les Noirs, les colonisés, tout ça. Non. Je veux dire, c'est à elles, c'est à eux de se poser la question de leur complicité, de leur passivité ou de leur indifférence. Et effectivement, et que la solidarité, c'est concret. C'est pas de dire simplement, nous sommes à côté de, je sais pas, les peuples, ceci, cela. C'est de prendre les risques de la perte de leur position, de leur statut. Et ça, c'est là que ça coince. C'est que la perte, de s'engager dans cette perte, de prendre des risques. Les personnes, les Français qui ont quand même soutenu parfois les mouvements anticolonialistes savaient qu'ils et elles prenaient des risques. Mais des risques d'aller en prison, de se faire tuer, quoi. Je veux dire, donc ça peut pas être une position moraliste, comme le dit Ouria. C'est une réelle position, c'est-à-dire de vraiment s'y mettre. Mais c'est pas à moi de le dire.
C'est aux personnes qui se disent, je ne peux pas vivre dans ce monde-là. Je ne peux pas être complice de ça. Et c'est pas à moi de leur faire prendre conscience de cette complicité. L'histoire est longue, longue. Il y a des milliers d'exemples de cette complicité. Il y a des milliers tous les jours encore aujourd'hui. Donc, pourquoi leur faire prendre, par exemple, mais d'abord, ce féminisme blanc, non seulement se fiche de ce qui se passe à Gaza, mais est complice de la politique d'Israël. Donc, je veux dire, et cette complicité, elle est profonde, elle est pas simplement, oui, quand même, bon, l'État d'Israël, quand même, je veux dire, il faut quand même un État, sinon ils sont poussés à travers le monde, ils meurent, tout ça, etc. Et puis en face, non, je veux dire, n'oublions pas qu'Israël est là c'est comme ils le disent eux-mêmes, comme le disent des Américains ou des Biden ou d'autres, c'est le vaisseau amiral de l'Occident dans cette région du monde. Donc, il ne peut pas ces personnes comprennent que c'est leur endroit, là, c'est leur forteresse coloniale dans cette région. Donc, il faut la défendre parce que si cette forteresse coloniale tombe, quelque chose tombe de l'Occident. Quelque chose tombe de ce féminisme blanc. Ensuite, bon, que des femmes blanches veuillent effectivement s'engager dans des luttes, c'est à elles de le faire et c'est à elles de savoir qu'elles sont blessées vraiment de s'engager. C'est-à-dire, c'est pas simplement de signer des pétitions ou de faire des déclarations. C'est vraiment se sortir. Quand je dis la lutte, c'est prendre des risques. Je veux dire, sinon, et ces risques-là, il y a eu une longue protection. L'Europe a été longuement protégée, l'Europe est toujours protégée, les Européens et Européennes sont toujours très protégés de ce qui se passe ailleurs, et nous, effectivement, nous y sommes. Je veux dire, on est protégés, on n'est pas là en train, je veux dire, les bombes sont pas en train de nous tomber sur la tête, et quand on va sortir, on va pas sortir dans un champ de ruines, et on va avoir de l'eau quand on ouvre le robinet ce soir, et on va voir la lumière si on allume la lumière. Donc, on est extrêmément privilégiés. Et de ce privilège, je dirais, effectivement, nous rend complices, mais aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque justement, on n'est pas là simplement à essayer d'aller trouver de l'eau pour ce soir, pour faire cuire quelque chose. Ça, on peut le faire. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire là où nous sommes? Et là, moi, là aussi, la question de la projection, on va soutenir les gens au Pérou, tout ça. Non, c'est là, devant votre porte. La lutte, elle est à votre porte. Elle n'est pas là-bas. Faites, qu'est-ce qui va, dans votre pays, enrayer la machine impérialiste et capitaliste? Qu'est-ce que vous pouvez faire et que justement les Palestiniens ne peuvent pas faire. Et les Palestiniennes, et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ça, c'est votre responsabilité, c'est la nôtre de responsabilité. C'est notre responsabilité d'enrayer cette machine, de faire que effectivement il y ait pas, parce que les bombes israéliennes, elles sont pas fabriquées à Tel Aviv, elles sont fabriquées en Europe. Toutes les armes sont envoyées, l'argent est envoyé, tout le soutien idéologique est d'ici. Comment faire pour arrêter ça? Et ça, c'est nous. C'est pas, on va pas demander cette projection, cette demande-là, de sous-contracter aux personnes qui sont les plus écrasées, de faire, de nous donner encore la position d'être aux Européennes et Européens, la position d'être une grande position morale, d'apporter leur soutien. Mais c'est absolument obscène. C'est très, très, très obscène et très, très, très pervers. Et ça, c'est la position dans laquelle se sont mises les Européennes et les Européens pendant très longtemps. C'est cette position de nous apportons quelque chose. C'est nous qui allons vous apporter. Bon, c'est la question de l'abolitionnisme européen, c'est la question d'un certain anticolonialisme européen, un anticolonialisme qui n'était pas antiraciste. Il y a eu un anti-esclavagisme qui n'était pas antiraciste. Donc la question de la lutte, qui est une lutte donc antiraciste, qu'elle est une lutte aussi anti-impérialiste qui est antiraciste. Parce qu'on peut être contre l'impérialisme sans être antiraciste. Donc c'est pas simplement de faire des déclarations « nous sommes contre l'impérialisme ». Non, si vous êtes contre l'impérialisme, vous devez être dans la lutte antiraciste. Et la lutte antiraciste, ça va dire ça. Et dans votre pays, c'est pas la peine de dire, oui, je dirais évidemment s'intéresser à Black Lives Matter aux États-Unis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est la lutte qu'on mène ici? Enrayer la machine là où nous sommes. Là, parce qu'effectivement, comme le disait Auria, là où nous sommes complices. On ne peut pas constamment demander à d'autres, à ces peuples, de porter le fardeau
de la mauvaise conscience européenne et de la libération de l'Europe de sa mauvaise conscience. C'est à l'Europe de le faire. Et c'est seulement à l'Europe. Et si l'Europe ne le fait pas, je ne sais pas où on ira, mais ça n'ira pas très loin. Donc pour moi, c'est vrai, s'il ne s'agit pas de demander, on ne demande pas aux gens. De toute façon, demander, ça ne fait rien. Je veux dire, c'est sa propre prise de conscience. Il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas de, je dirais. Et puis vraiment de se comprendre, je me répète, que l'anti-impérialisme, c'est un antiracisme. Anti-impérialiste, c'est pas simplement de dire, voilà, alors Poutine méchant, Biden méchant, non. C'est qu'est-ce qui permet, là où nous sommes, que cet impérialisme continue à vivre. Que cet impérialisme continue à s'exercer et à tuer et à mutiler partout. Il vient d'ici. Il n'est pas simplement là-bas. Il est d'ici. Et c'est pas simplement une exportation. Il naît ici et il est nourri ici. Et donc, dans le pays, et nous en profitons parce qu'effectivement, le confort de nos vies continue à être possible à cause de cette extraction et à cause du fait que le peuple là-bas sont plongés dans des chaos terribles et dans des galères qui permettent quand même que la vie continue quand même assez bien ici. On se le disait hier avec Oriane, on a pris un train, le train marchait, il n'y avait pas de problème, on a pu bavarder pendant tout le trajet, on est allé au bar, on a pris un café, un thé, tout ça, ça allait, quoi. Il n'y avait rien. On peut le faire sans y penser. Cette vie confortable, on l'a fait on n'a même pas besoin d'y penser. Ça ne demande aucun effort de notre part. Et donc, c'est pas de renoncer et de venir à Bruxelles à pied, toutes les deux. C'est pas de ça que je parle. Mais c'est d'avoir cette conscience-là. Et que, donc, comment, à partir justement de ces capacités qui nous sont données, et il y a d'autres capacités ailleurs, et les Palestiniens et les Palestiniennes font ce qu'ils ont à faire, mais que ce que nous pouvons faire pour enrayer la machine ici. Je voudrais clarifier quelque chose concernant ce qu'on est en train de dire précisément, à savoir qu'on va faire une prêche et de grands sermons vis-à-vis des Blancs pour les convaincre. En revanche, j'ai fait partie, moi, pendant 15 ans, d'une organisation politique, et s'il fallait si la priorité, c'était l'organisation de l'autonomie indigène, ce qu'on a fait. On n'organisait pas l'autonomie, on organisait l'autonomie dans la perspective de créer des alliances. Et ces alliances, il fallait les créer avec des partenaires qu'il fallait identifier dans le champ politique blanc. Et en gros, c'est la gauche radicale. Donc ça veut dire c'est pas des extraterrestres, c'est bien des blancs avec lesquels on va faire alliance. Donc notre projet reste quand même de convaincre. Mais quand je dis convaincre, c'est encore une fois, c'est pas dans le sens faire des sermons, c'est dans le sens, créer du rapport de force pour obliger le partenariat, produire une pensée politique, une théorie politique qui, elle aussi, participe à la clarification, mais c'est aussi profiter du désarroi même des Blancs. C'est-à-dire qu'en fait, si les Blancs et les Blanches viennent un moment vers nous, c'est parce qu'ils trouvent auprès de nous aujourd'hui un intérêt dans leur propre lutte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un désarroi et un déclin qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent trouver dans ce que j'ai appelé tout à l'heure notre théorie politique quelque chose qui leur parle. Et donc, on est bien obligé de constater, et heureusement, que moi, j'ai commencé à militer en 2003. Si je ne parle que des féministes, en 2003, à faire du voile, on avait toutes les féministes blanches contre nous. Je dis bien toutes. À part une infime minorité qui se retrouvait dans les collectifs contre l'islamophobie et contre la loi. Une infime minorité des Verts, une infime minorité du NPA, une de la LCR à l'époque, une infime minorité de je ne sais quel groupuscule gauchiste, mais le gros des féministes blanches était contre nous, et je me souviens de manifestations du 8 mars où on allait en cortège avec les femmes voilées, où on se faisait insulter, où on se faisait virer par le service d'ordre, parce qu'il y avait des femmes voilées dans la manifestation. Aujourd'hui, ça a changé. C'est plus vrai. La lutte a été menée et on a convaincu. Tu disais tout à l'heure, tu as commencé par dire, la plupart des féministes qui sont probablement dans cette salle sont contre le voile. Ben moi, je crois pas. Je crois, parce que c'est le constat que je fais aussi en France, ceux qui viennent aujourd'hui sont des blancs qui ont été transformés. C'est des nouveaux blancs. Je parlais pas dans la salle, justement. Alors, j'ai peut-être mal compris. Ceux qui sont pas dans la salle. Ah, d'accord. Justement. Donc, je me souviens que quand on a commencé
nos luttes décoloniales, moi je parle au sein du pire parce que j'ai pas d'autre expérience, mais je parle donc de ça, je disais, il faut inventer des blancs. Faut inventer nos alliés. Je crois que nous les avons inventés. Et les blancs sont si j'ose dire, mais je dis ça en rigolant, sont de meilleure qualité que ceux de 2020. Non, mais c'est la réalité. Ils ont vraiment été transformés. Parce que, je répète et je redis ce que je dis tout à l'heure, la pensée matérialiste est une pensée forte. Dans un monde de mensonges où on dit tout et n'importe quoi, quand on avance avec des idées sur le phénomène du voile, le phénomène de l'islam, à quoi ça correspond, pourquoi c'est important et pourquoi eux qui luttent contre la religiosité, comment les Blancs ont perdu leur propre religiosité, leur propre spiritualité, et comment au contraire l'émergence de l'islam, l'importance du fait communautaire, comment au contraire c'est un exemple pour eux-mêmes qui ne sont devenus que des individus et c'est eux en fait qui sont en perdition, et c'est eux qui ont besoin d'apprendre des musulmans en quoi c'est important le fait communautaire, c'est eux qui ont besoin de réapprendre ça. Donc nous on est en position de réintroduire du sens collectif dans un mouvement qui lui explose, qui perd ses repères. Parce que finalement, c'est quoi un blanc? Parce qu'en fait, il faut aussi identifier ce que ça signifie un blanc. Blanc, c'est un statut. C'est le contrat d'une âme. C'est un statut. Et si on devait le résumer, ça contient quoi? Ça contient l'individu blanc, l'émergence de l'individu blanc comme phénomène historique, c'est-à-dire isolé de la collectivité. C'est un consommateur et c'est un prolétaire. C'est quelqu'un qui travaille et qui est exploité par quelqu'un, par un bourgeois, qui est blanc aussi. Mais la blanchité, la blanchité est un phénomène qui s'applique d'abord au prolétariat. Il est utile pour le prolétariat, moins pour les grands blancs que pour les prolétaires. Donc c'est un avantage moral pour le prolétaire, qui reste prolétaire, qui est un consommateur, et qui est un individu qui ne doit son existence qu'à l'existence de l'État. En fait, c'est un individu qui existe que dans la relation avec l'État, mais le plus possible isolé de la collectivité. Voilà. Et c'est pour ça que je dis juste que aujourd'hui, si le mouvement décolonial a un succès, c'est pas simplement parce qu'il est utile pour les indigènes, il est aussi utile pour les blancs. Et les blancs ont une partie des blancs. On a encore besoin de remplir des stades. Mais une partie des blancs a été transformée, et ça n'est que les rapports de force et je dirais la précipitation du déclin blanc qui fera que soit ils viennent vers nous, soit ils iront vers le fascisme. Donc il y aura ces deux possibilités. Je peux peut-être juste une petite chose pour ajouter à cette analyse, c'est qu'il y a un lieu où les Blancs en France, en tout cas les Blancs de France, peuvent retrouver leur blanchité et qui offre un espace où se refaire blanc, ce sont les Outre-mer. Et c'est encore c'est encore une soupape, une porte de sortie pour redevenir blanc. Et être blanc dans la suprématie blanche. Dans les Outre-mer, ils sont blancs de nouveau. Et ça, on voit, il y a quand même un mouvement que les gens en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion dénoncent, et en Nouvelle-Calédonie, c'est des arrivées massives de Français. Mais massives, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire rebasculer, de recoloniser et de devenir une force culturelle, sociale et politique, parce qu'ils peuvent, de nouveau, être blancs là-bas. Et donc, cette soupape qui existe, et c'est pour ça qui constitue quand même une soupape pour beaucoup de Français, permet, et justement c'est là où une colonialité permet un ressourcement et permet d'alimenter quand même ça. Et le rapport, ce sont des sources de fascisme, parce que le lien entre colonialisme et fascisme est quand même là. Et donc on voit comment peuvent revenir de la manière que venaient des colonies, souvent un mouvement d'extrême droite blanc. On voit aussi revenir là. Donc on voit que là-bas, on n'a pas encore les blancs réformés. Au contraire, c'est un lieu de ressourcement, de revenir à la blanchité, de redevenir des blancs, parce que là-bas on est blanc, et vraiment au sens vraiment blanc qui disparaît en Europe, qui est beaucoup plus dans le déclin en Europe. Et ça, il y a que la France. C'est vrai que ça n'existe pas pour la Belgique. Il y a que la France qui l'offre aujourd'hui en Europe.
C'est le seul État qui offre ça encore en Europe. Ni l'Allemagne ne peut l'offrir, ni l'Italie, ni l'Espagne. En Angleterre, bien l'Europe, mais la France peut encore l'offrir. Et c'est peut-être ça qui est vraiment qui permet à la France de soutenir encore beaucoup fortement une colonialité dans la République. Et où la gauche est assez complice de cette blanchité coloniale. Je ne sais pas comment l'appeler, enfin extra-hexagonale ou extra, je sais pas comment, enfin bon, bref, peu importe. Mais où la gauche en est encore complice. Et là, on voit une limite encore justement des blancs déblanchis de 2003 aujourd'hui, où là, même la gauche est complice de ça. Enfin, toute une gauche, qui a été beaucoup plus politique par rapport à ça et qui aujourd'hui ne l'est pratiquement plus. Donc, c'est aussi un phénomène à comprendre et à analyser. Par rapport à ce que Houria a dit, en fait, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Houria et Françoise ont dit. Mais nous, Bruxelles Panthère, on se situe dans la catégorie que tu as dit, Houria. Donc, on est une organisation, comme je l'ai dit dans la présentation, on veut créer une communauté collective politique. Et donc, on pense encore qu'il y a moyen de convaincre ou de rallier ces Blancs à nous. Les Blancs en France, entre la France et la Belgique, je pense que c'est exactement pareil. La seule différence qu'on peut avoir, et c'est une des difficultés aussi bien pour les Français que pour les Belges, c'est de sous-estimer la Belgique de la France en disant oui, mais en France c'est mieux, en Belgique c'est mieux qu'en France, je pense pas, et que c'est nous aussi de voir la France différemment. Ce que je pense, moi, c'est qu'il y a juste une différence de temporalité. Donc, si les Blancs français sont de meilleure qualité aujourd'hui en France par rapport à avant, en Belgique, ils sont peut-être de meilleure qualité. Néanmoins, ils n'ont pas la qualité que les Blancs vous avez aujourd'hui en France. Vous remplissez pas des stades, ben on remplit aussi à peine des salles. Par rapport à la situation à Gaza, ben moi je me suis remis à la moraline, tout en soutenant la résistance, tout mais quand même aux femmes, insister sur le nombre de femmes qui sont tuées, d'enfants et donc il y a des gens de bonne volonté, mais ils sont pas encore prêts, mûrs, à soutenir inconditionnellement la résistance par tous les moyens nécessaires, qui sont pas prêts à se mettre en première ligne et de défendre leurs sœurs noires arabes ici. Donc la moraline, bien que j'aimerais bien l'acheter à la poubelle, si je la jette à la poubelle, en fait, on reste plus qu'entre des coloniaux. Et donc là, c'est une des parties de notre travail de Bruxelles Panthère de travailler à notre autonomie. Mais il y a une autre partie aussi qui est quand même de rallier un maximum de blancs antiracistes, décoloniaux. Comment on fait avec eux? Bon, on circule tout à l'heure, tu poses la question, le féminisme blanc ou les féministes blanches. Le féminisme blanc, pour moi, c'est une idéologie, tu vois, c'est pas des personnes, quoi, tu vois, et puis, c'est une idéologie qui sert vraiment et qui est reprise par l'État, qui sert l'impérialisme et le néolibéralisme. Ensuite, tu as des blancs et des féministes blanches, et à l'intérieur des féministes blanches, tu en auras qui veulent être antiracistes et d'autres non. Donc, concrètement, ce que tu dis, c'est que, est-ce que, à un moment donné, notamment aujourd'hui, parce que, pour ce qui se passe à Gaza, ne faut-il pas faire appel à la conscience, c'est ce que tu as dit, à la conscience de ces personnes pour que quand même elles se disent c'est pas possible, est-ce qu'on peut? Donc tu fais appel à leur conscience humaine, pourrions-nous dire, est-ce que c'est vraiment possible que vous acceptiez que tant de vies soient assassinées si facilement? C'est ça que tu dis, c'est ça que tu. En espérant les politiser, évidemment. En espérant que à partir de de se dire bah oui c'est quand même ça pose un problème, de là faire le chemin, de leur faire comprendre la question de l'État d'Israël et du sionisme, etc. C'est ça que tu dis. Oui, bah ça, oui, bien sûr. Moi je suis tout à fait aussi d'accord avec ce que Ria disait, par exemple sur les femmes voilées. On a vu un changement énorme. Et on voit bien que si tu veux le féminisme blanc bourgeois utilise ça pour justement reconstruire de la blanchité régulièrement. Quoi. Je veux dire, régulièrement, il y a un incident. Alors, c'est ça, la liberté, les femmes libres, les femmes modernes, c'est celles qui portent pas de voile, tout ça. Mais ça, c'est de la reconstruction parce qu'en fait,
la blanchité, il faut la nourrir régulièrement parce qu'elle n'est pas établie pour toujours. Hein. Il faut quand même lui donner de quoi se nourrir, des images, des textes, des choses, des contre-exemples. Être blanc, c'est surtout pas porter le voile parce que c'est moderne et ça. Ça, je suis d'accord, mais le chemin par la prise de conscience, c'est-à-dire de faire appel à la conscience, oui, et de dire mais enfin quand même, faut regarder ce qu'il y a. Mais ça c'est une stratégie qui a été une stratégie, oui, qui est une stratégie des indigènes et des colonisés ou des racisés de dire mais est-ce que et aussi enfin on voit historiquement, c'est de dire mais vous dites ça, mais alors appliquez-le. Vous dites l'égalité, ben alors elle est où, quoi? Je dis ça, c'est vraiment, c'est quelque chose de, oui, que depuis la révolution haïtienne jusqu'à aujourd'hui, c'est dire, ah ben, on dit ça, bon, ben, d'accord, on va vous prendre au sérieux. Et à ce moment-là, paf, ça coince. Donc, c'est là. Là, moi, je suis pas, je pense enfin, pour moi, mais c'est de bien, c'était, tout à l'heure, moi, je répondais sur la question du féminisme blanc, vous voyez pas tellement ce qu'il y avait à faire avec. La question que tu poses. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ben, c'est elle qui ici. Au public. Au public. C'est ça, quand même. On passe au public, Marianne? Oui, je pense que là, on est sur un deuxième événement. Hier soir, il y avait Françoise Vergès, Ouria Boutelja, Nordine Saidi de Bruxelles Panthère qui fait un travail extraordinaire depuis plus de 15 ans. On était donc dans des endroits dans lesquels les indigènes vont jamais. Une ferme non éclairée, au bout d'un chemin lointain, le public était des hommes kangourous, queer, et c'était ces deux publics-là. Ça a duré très 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 longtemps, la soirée, ça s'est très bien passé. Les gens étaient vraiment bouleversés de ce qu'ils ont entendu. Si on doit un peu sortir du moralisme et de la moraline, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre, et on en a un peu parlé hier, et je pense que c'est pas le problème des indigènes, effectivement, c'est le problème des blancs, mais ils y sont confrontés. C'est que, comme le rappelait Françoise, depuis 30 ans, on a remplacé dans les canaux mainstream la sociologie et l'histoire par la psychologie. Donc, nous payons des impôts pour avoir la RTBF qui diffuse le matin du développement personnel. Et donc, on aurait des individus, comme a très bien insisté Ouria, qui diraient « je m'appartiens, je n'ai plus aucune pratique collective, mais je peux faire 4000 tatouages le lundi, du yoga le mardi, de la psycho le mercredi, un peu de piscine, un peu de bicyclette, et normalement, ça devrait aller. » Cette captation des énergies, du désespoir, parce que le développement personnel, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fait que toute cette énergie politique du collectif, donc moi j'ai toujours pensé que les blancs étaient jaloux des arabes et des noirs, même quand ils se faisaient tuer, casser la gueule et contrôler 53 fois par jour, comme ils étaient jaloux des Italiens dans les années 70, parce qu'ils sentaient qu'il y avait encore des pratiques de solidarité collective. Et donc je pense que quand les Blancs vont se réapproprier des questions de solidarité et de collectivité, ils seront peut-être plus à même d'être un tout petit peu plus en empathie par rapport aux questions communautaires. C'est pour pas monopoliser, mais je veux dire, au moins qu'on sache de quoi on parle. On se retrouve quand même dans la ville, donc je parle de la ville, des grandes villes occidentales, avec des gens qui regardent dans le vide, à bicyclette, c'est ça un peu l'image, ou des gens qui marchent en atomes, en ayant l'impression qu'il n'y a pas de pratique collective possible, mais qu'il y a des possibilités de transformation personnelle. Je pense qu'il faut revenir à ça. Ce qu'il y a à faire, c'est actif. En fait, c'est clairement pas à vous, comme vous le disiez. Et je ne dis pas que j'ai des réponses, mais en tout cas, j'ai envie d'en trouver, et je crois qu'elles doivent se trouver en blanc. L'auto-éducation, éduquer ses amis, essayer de créer des structures. J'ai pas de solution toute faite, mais j'essaye de réfléchir, et je crois qu'il y a d'autres gens aussi qui le font. Mais des groupes de parole, des arpentages, et qui sont d'ailleurs des pratiques qui sont d'abord dont j'ai pris connaissance d'abord grâce à des militants et des groupes, des collectifs décoloniaux. Voilà, du coup, je crois que c'est vraiment une question que nous on doit se responsabiliser et le faire. En fait, c'est pas à vous de, pour le moment, chercher
je crois que vous avez énormément d'expertise, comme tu disais aussi, dans la construction de l'autonomie, la construction du collectif dont on peut s'inspirer, mais c'est sûrement pas, l'énergie doit sûrement pas venir de ce côté-là, mais dans l'autre sens. Et je crois que, je sais pas ce qui existe, c'est difficile aussi de voir, mais je sais qu'il y a par exemple des hommes qui s'organisaient pour s'informer, se déconstruire sur le féminisme. Mais en fait, j'espère et j'ai envie de créer des espaces où justement les blancs, entre amis ou entre même de plus en plus large, puissent se décoloniser et en fait ensemble travailler, quoi. Donc voilà, c'est plus pour dire que pour moi c'est ça qui doit se passer en fait. Par rapport à la prise de la responsabilité, tu disais, Ouria, que on devait agir parce qu'on était quelque part complice d'une certaine façon de ce qui se passait. Moi, j'ai envie aussi de renvoyer ça aussi aux féministes et aux féministes blanches sur le fait que elles sont aussi co-responsables de ce qui peut se passer vis-à-vis des femmes qui ne sont pas blanches, vis-à-vis des oppressions sexistes qu'elles peuvent subir et des oppressions sexistes qu'elles peuvent subir du fait même du féminisme blanc. Là, par exemple, voilà, je pense au collectif Samidoun ici en Belgique qui vit de l'oppression, qui vit de la répression relativement grave de la part du monde associatif qui se dit pro-palestinien, qui est ostracisé et qui est mis de côté. On a été agressé physiquement, par exemple. Et voilà, s'il y avait une part de prise de responsabilité que je pourrais lancer aujourd'hui, c'est de dire, voilà, le collectif Samidoun est composé principalement de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes, principalement de non-blancs, d'arabes et de palestiniens et de palestiniennes. Et si aujourd'hui vous voulez prendre vos responsabilités, c'est de faire en sorte que Samidoun ne soit pas écrasé à la fois par l'appareil d'État et par le milieu associatif, et de faire en sorte de le défendre publiquement, de faire des choses comme ça. Et là, voilà, ça c'est une prise de responsabilité qui est une prise de risque aussi. Et voilà, c'est une invitation. Et donc, je suis blanc transformé. Mais ça prend du temps, donc parce que donc je disais qu'effectivement je travaille dans une association et que j'abandonne dans la dernière remarque qui est que les associations qui sont par définition de gauche, puisque là en l'occurrence s'occupent de sans-abri, et que le sujet de la Palestine n'est jamais abordé, que je participe à des réunions de direction, etc., où ce n'est jamais à l'ordre du jour, et c'est effectivement une pression politique, c'est la peur de se dévoiler par rapport à effectivement une opinion dominante. Et si on est par définition anticapitaliste, la question de l'anti-impérialisme n'est pas du tout évidente dans ce genre de milieu. Donc comment, et il y a vraiment une urgence par rapport à la Palestine, par rapport au Congo, on n'en parle jamais, mais comment résoudre cette question? Et je me sens souvent bien seule en fait. En fait, quand on entend, il suffit pas de signer une pétition. Mais nous, de Belgique, qu'est-ce qu'on fait à part soutenir par une carte blanche ou un relais quand il y a des soucis qui vous arrivent à vous? Mais comme ça arrive à vous, on s'en fout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça risque de nous arriver aussi à nous. C'est pas vrai, hein. Ça nous fait très mal au cœur quand ça arrive. Sur la question de la conférence avec Judith Butler, je voudrais juste ajouter qu'en fait, il y a 3 ans, au moins, moins des jeunes ensemble, et on parle du fait que les deux dangers se présentent et vont être de plus en plus importants, c'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme et du féminisme. Donc, bien, voilà, c'est pour montrer comment on est prescient, et on commence à se dire il faut faire quelque chose là-dessus. On voyait venir les deux choses liées instrumentalisation. Alors, surtout, on avait vu aussi ce qui était fait avec Corbyn en Angleterre, et on voyait ce qui pouvait arriver en France de la même manière. Et c'est là qu'on a commencé à penser à un meeting, à une réunion, et à penser à l'époque pour l'instrumentalisation de l'antisémitisme, notamment Corbyn, et puis pour l'instrumentalisation du féminisme, à Judith Butler. Et puis les choses faisant, Judith Butler donne son accord pour venir parler de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et le fait qu'elle est antisioniste. Et donc, et c'était avant le 7 octobre que ça se décide. Et donc, la date du 6 décembre est prise. Donc, c'est vraiment important de me dire que nous, on voyait vraiment venir cela. Il y avait déjà eu aussi toutes les censures au moment de la Documenta en Allemagne. Enfin, on voyait monter toutes les choses en Allemagne et ailleurs. Et
Ensuite, il y a le 7 octobre, et puis en France, il y a le 12 novembre, c'est-à-dire la manifestation contre l'antisémitisme, où participe notamment surtout le RN, et puis avec et tout le monde, voilà, c'est la plus grande manifestation, l'antisémitisme est revenu en France, enfin tout cela. Et donc, et puis ensuite, il y a l'annulation avec toute une série de mensonges, et puis au début, c'est parce que c'est l'ordre public, ensuite c'est surtout parce qu'il y a Ouria et que c'est pas possible, enfin toute une affaire, et en fait, qu'est-ce que le Panther fait? Vous pouvez venir le 3 mars à la réunion qui se tiendra avec Judith Butler sur ces questions de contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. Et il sera aussi question de l'instrumentalisation du féminisme avec elle, et c'est-à-dire de la sortir aussi de toutes ces questions qu'on lui pose sur, bon, elle c'est queer, le trouble dans le genre, et voilà, et c'est reparti, et ça, et que finalement personne ne l'a jamais invitée publiquement à parler du fait qu'elle est antisioniste et de la l'instrumentalisation de l'antisémitisme, quand on est son analyse. Donc ça, nous n'avions pas renoncé. Nous n'avions pas renoncé, mais il nous fallait évidemment l'accord de Judith Butler, sinon on faisait ça, c'était pas la même chose quoi de le faire sans elle. Mais c'est vrai. Alors là, ce que nous avons surtout constaté, c'est que quand on n'a pas d'endroit à nous, c'était beaucoup plus difficile parce que la pression s'est faite, parce que le lieu qui allait nous recevoir recevait des subventions de la ville de Paris, que la ville de Paris leur a dit c'est fini, tout ça. Enfin, par contre, on adore ce que vous faites et tout. Et donc la question de dépendre de ça est extrêmement importante. Donc dans la question de qu'est-ce que faire, c'est les lieux. Et on se disait qu'on a beaucoup moins de lieux en France que vous ici. Donc en fait, c'est là la grande. Ah non, mais en France, on est des pauvres, hein. On est vraiment des mendiants, hein. Je veux dire, c'est même pas possible. On n'a même pas. Donc, mais ça pose d'autres questions. Mais en tout cas, pour nous, c'est extrêmement important que en France se pose publiquement et soit discutée l'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est absolument fondamental, vu ce qui se passe. Mais et puis, mais sinon, effectivement, on aurait pu peut-être le faire à Bruxelles, je sais pas, venir. Mais en tout cas, voilà, ça pose la question aussi des espaces dans l'autonomie, des espaces autonomes sur les aucune institution ne peut faire pression, quoi, de ne pas. Ce qui ne veut pas dire, on ne sait pas encore comment ça va se passer. On est pour la prochaine date. Parce que, on pense, on pense aussi que ils vont pas oser interdire Judith Butler 2 fois. Alors, on est peut-être naïf. Peut-être naïf, mais on pense que c'est extrêmement important qu'elle s'exprime parce que c'est l'icône de la philosophie queer et le trouble dans le genre, série de conférences à Pompidou, Zalblen, tant qu'elle reste dans ce cadre. Et donc, de l'enfermer, comment aussi, donc, elle-même est instrumentalisée pour venir parler de ça, et surtout pas de ça, alors qu'elle a quand même écrit plus d'un livre là-dessus. Et ce qu'on a pensé, c'est que ce qui leur était aussi insupportable, c'était que justement, Judith Butler vienne parler avec nous. Avec toute cette bande de... Petit point information, en Belgique, je pense pas. En tout cas, pour Bruxelles Panther et notre réalité quotidienne depuis des années, c'est qu'on trouve des lieux plus facilement. Ça me permet vraiment, ça se sent, c'est pas protocolaire, de faire un trop grand merci à Galine Chattard du CFS. Vraiment, Le principal problème, c'est l'intégrationnisme indigène. Le principal problème, c'est l'illusion de l'intégration. C'est le rêve de devenir français. C'est en réalité de jouer le jeu de l'offre politique, en tout cas de l'idéologie dominante de ce pays. Et c'est donc, si on s'était, ça c'est une expérience qui est partagée par beaucoup, et je suis sûre que les Bruxelles Panther pensent exactement la même chose, c'est qu'en réalité, on ne peut pas faire masse. On ne peut pas devenir, et on le savait depuis le début, on ne peut pas faire masse, on ne peut pas être radicaux, on ne peut pas proposer un projet anti-intégrationniste aux indigènes.
et les faire adhérer en masse. Parce que ça va contre leur idéologie spontanée. Parce qu'ils ont toujours l'espoir de pouvoir devenir des Belges ou des Français comme les autres. Et quand on est dans un projet en rupture, ce qui a été votre cas depuis le départ, eh bien, il faut qu'on fasse le deuil de la massification, déjà. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse de la politique dans les marges. Et on n'a pas le choix. Parce que soit on joue le jeu de l'intégration, et donc notre seul rêve, c'est de devenir des Français comme les autres, c'est-à-dire des Blancs comme les autres, et donc des impérialistes comme les autres, ou bien de renoncer à cette illusion qui nous coûte le plus cher. Parce que, comme je vous l'ai dit depuis le départ et comme je ne cesse de le dire, mon problème, moi, à titre personnel et moral, parce que c'est une forme de morale supérieure qui m'anime, c'est que je ne veux plus participer au crime. C'est ça la chose qui m'habite. C'est ça la chose qui m'habite moi et qui fait que je me meus et que je suis en mouvement. Je ne veux pas participer au crime. Bon, ça c'est une position morale et philosophique. Eh bien, ce que je suis, ce que j'espère devenir, eh bien, n'est pas partagé par la majorité des gens. Et non seulement n'est pas partagé par la majorité des gens, mais nous-mêmes, on ne fait que s'enfoncer dans la corruption. Je pense que nous, les indigènes, on est beaucoup plus racistes aujourd'hui vis-à-vis des autres indigènes. Par exemple, les Arabes sont devenus racistes vis-à-vis des Noirs qui ne l'étaient il y a 30 ans, par exemple. On l'est de plus en plus. C'est-à-dire, on ne fait que s'enfoncer dans la corruption blanche. Bon. Là, il suffit de voir, par exemple, le dernier match Maroc, je ne sais quel pays, le Cameroun ou le Congo. Les insultes des Marocains, et je dis les Marocains, je suis algérienne, donc je ne veux pas être accusée d'anti-maroquinisme, donc les Algériens, c'est vraiment pareil, les Tunisiens, c'est pareil, c'est pas la question. Il faut dire que c'était le Maroc contre je sais plus qui. Les insultes étaient extrêmement violentes, extrêmement racistes, mais vraiment. Mais je veux dire, les Français n'osent pas être aussi racistes. N'osent pas être aussi racistes. Bon, je peux revenir, moi, sur pourquoi on est pire dans l'expression raciste. Je peux l'expliquer. Mais il se trouve que ce sont les faits. Et quand les subsahariens, tous les Noirs, en fait, sont devant cette réalité, je veux dire, ils sont pas là pour nous trouver des excuses. Moi, je sais que, matériellement parlant, je peux expliquer ce phénomène. Mais tu vas pas convaincre les Noirs d'accepter d'être insultés de macaques. Et c'est ce qu'on fait. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous empêche d'avancer et d'aller plus loin, c'est que même si on a des expériences en France de listes autonomes ou municipales, comme on a des expériences de listes pour les européennes, on a ce genre d'expérience. Eh bien, localement, les habitants, ils votent pour les partis en place. Majoritairement, ils ont toute confiance à ceux qu'ils considèrent comme des losers. C'est-à-dire, nous, ils nous voient comme des losers. C'est-à-dire, nous, quand je dis nous, n'importe quelle liste autonome on l'a fait, je veux dire, en France, dans des municipalités, ceux qui vont perdre, ce sont les indigènes. Et qui va les faire perdre, ce sont les autres indigènes. Ce que les indigènes, je répète, sont intégrationnistes. Et s'ils ont le PS, la droite ou je sais pas quoi, et qu'en plus, il faut comprendre la mentalité indigène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que le clientélisme qui compte dans les élections. C'est-à-dire qu'en fait, tu votes pas parce que tu es convaincu idéologiquement par un projet politique, parce que si tu étais convaincu, tu voterais précisément pour les losers, parce que c'est eux qui vendent de l'utopie. Et les autres, ils vendent pas de l'utopie, ils vendent des places à gratter. Ils vendent des positions. Un indigène qui est déjà un clochard dans son quartier, il dit, moi, je vais voter là où on va m'offrir quelque chose. Donc, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans le marchandage électoral. Donc, dans cette configuration-là, ceux qui ont le moins de chances de gagner et de se développer, c'est précisément ceux qui sont porteurs d'une utopie. Parce que l'utopie, elle remplit pas le frigo. C'est ça le problème. Voilà. Donc, pourquoi on va pas plus loin que ceux où on est arrivé actuellement? Pour un tas de raisons structurelles qui ne sont pas à ramener. La question, le truc, c'est pas de responsabiliser ou de culpabiliser les indigènes qui font ça. Je parle de questions vraiment tout à fait matérielles. C'est la condition indigène qui fait quoi. Bon. Malgré tout, je veux dire, ayant dit tout cela, je constate
que notre action politique, elle a eu des vrais effets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dialectique de la dynamique politique. Il y a une dialectique de l'autonomie. Et en réalité, on a persévéré. Il y a eu une alliance intelligente avec d'autres secteurs de l'indigénat, que ce soit les Noirs, que ce soit les Roms, que ce soit les musulmans, que ce soit, etc., les Juifs anticolonialistes. Eh bien, les familles contre les violences policières, on a su agréger dans des grands pôles militants une force autonome avec sa théorie, avec sa ligne, avec sa direction. Donc avec une vraie direction politique qui a su s'imposer dans le débat public, mais qui a su affronter le champ politique blanc, qui n'a pas perdu de vue qu'il fallait à la fois créer l'autonomie, mais sans oublier une politique d'alliance avec les blancs. Et pareil, je répète, on n'est pas avec les blancs dans un rapport individualiste. Alors ce blanc, il n'est pas assez déconstruit, ce blanc, il n'a pas assez la conscience de lui-même, il n'a pas assez la conscience qu'il est pas vraiment islamophobe. On s'en fout de ce que sont les blancs individuellement. Si je devais sonder les cœurs, je sais très bien que tu ouvres le cerveau d'un blanc lambda qui est produit par 300 ou 400 ans de colonialisme, et il est eurocentrique, il est islamophobe, spontanément islamophobe, il a ses idées, etc. Je m'en fous pas mal de ce qu'il est. Ce qui m'intéresse, c'est dans quelle dynamique il s'intègre. S'il est à l'extrême gauche, disons au NPA, qu'il est plus ou moins islamophobe, qu'il n'aime pas le voile, qu'il pense que c'est une oppression, mais que son mouvement, collectivement, il s'engage contre la loi sur les signes religieux, qu'il est contre les abayas en termes collectifs, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien ça, on l'a obtenu. C'est pour ça que je disais, on a de nouveaux blancs. Donc, on est dans ce truc-là. On a réussi, on a échoué. Là, on a connu une espèce d'apogée avec l'antiracisme politique. On est dans une espèce de déclin, mais ce déclin, c'est un faux déclin, puisque les forces politiques blanches, au travers d'un Mélenchon dont on comprend pas la mue, parce qu'elle paraît un peu mystérieuse, en tout cas, on n'arrive pas à comprendre pourquoi un mitterrandolâtre, socialiste, laïca, républicain, s'est transformé en un type qui, après le 7 octobre, il dit « Je ne veux pas dire que le Hamas est terroriste ». On ne sait pas pourquoi. Et il tient là-dessus, il tient sur les abayas, il tient sur Médine dont on a accusé d'antisémitisme. Il dit il n'est pas antisémite. Lorsqu'il y a eu les émeutes, à la suite de la mort du Polkinais, il a soutenu les émeutes. Il a soutenu des positions extrêmement fortes contre le système policier. Donc en fait, je disais, et c'est pour ça que je parle de dialectique, il y a eu un recul de l'antiracisme politique, mais ce recul est un faux recul, puisqu'en fait, les forces blanches ont été transformées, pas que par nous, hein. Attention, hein. Faudrait pas se donner un rôle plus important, parce que si les forces blanches ont été transformées, c'est évidemment parce qu'il y a eu des luttes politiques qui se sont renforcées, qui ont gagné d'autres blancs, mais aussi parce que le système français est de plus en plus libéral, qu'il sacrifie de plus en plus de blancs, tout simplement, qu'il sacrifie les acquis sociaux, etc., et que les blancs eux-mêmes, de gauche, se rendent bien compte qu'il y a un problème et qu'en fait, il y a des grosses mobilisations en France. C'est ça aussi qui fait l'intérêt aussi du cas français. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas simplement le fascisme qui augmente, il y a aussi des mobilisations qui sont très fortes. Donc, tout cela fait que il y a aujourd'hui une situation qui, tout aussi dramatique qu'elle soit, est meilleure que celle de l'Italie ou que celle de l'Allemagne. Parce que il y a une espèce de gauche dont je dirais pas qu'elle est décoloniale, faut quand même pas exagérer, mais dont l'anti-islamophobie est devenue hégémonique. Enfin, c'est une extraordinaire curiosité française, extraordinaire, parce que il faut comprendre que si l'AFI a un programme, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le programme de l'AFI, il est anti-islamophobe, mais les gens de l'AFI, voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça tient. Bon, c'est extraordinaire. Bon, je sais. On est là. Non, presque parce qu'on a tellement peur que ça explose qu'on est presque en train de conseiller à Mélenchon de pas être trop anti-islamophobe, de pas en faire trop pour les musulmans. Bon, voilà. Je réponds un peu longuement à votre question. Tout ça pour dire que voilà, on doit faire avec 1 milliard de contradictions.
Voilà. Et la politique qu'on a mis en place, c'est une grande chouchouka où on doit mélanger toutes les contradictions et en sortir une ligne qui fasse tenir tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, donc parce que moi je suis pas une fétichiste de l'autonomie. Quand il y a plus d'autonomie et quand le mouvement décolonial il n'existe plus sur le terrain, je vais chercher dans le champ politique blanc ce qu'il y a de meilleur. Je me raccroche à ce qu'il y a de mieux. Je suis pas là, genre, la fierté, genre, c'est nous et nous seuls. C'est pas vrai. Les indigènes qui croient qu'ils vont s'en sortir sans les blancs, c'est une grande mascarade. Ils savent pas compter. Ils savent pas compter. Ils savent pas compter. Donc, là, je vois une organisation plutôt sympathique qui vient sur notre terrain. À défaut de mieux, moi, je dis, faut les soutenir. Faut pas faire du purisme à 2 balles, parce qu'en face, c'est les fascistes. Donc, faut soutenir. C'est tout. Mais, là, c'est pendant ce moment-là que je dis ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas travailler au retour et à la réorganisation de l'autonomie. Ça, on est d'accord. Parce que je suis pas sûre qu'il faille faire confiance comme ça et se donner corps et âme. Et là, on prend ce qu'on a et on est content. Mais, ça suffira pas. Non, moi, peut-être c'est cette question d'intégration, parce que c'est vraiment une réussite du colonialisme français. On peut tirer le chapeau aux collections français. Ils ont trouvé un truc là avec l'intégration qui a vraiment qui affaiblit beaucoup les luttes, qui a vraiment affaibli les luttes dans les colonies, qui est vraiment ils arrivent. Moi, par exemple, je n'ai jamais entendu de colonisés par l'Angleterre parler de l'anglais comme les colonisés de la France parlent du français, par exemple. Ah, c'est une langue, je veux dire. Et alors qu'il y a une relation beaucoup moins justement fantasmée et affective avec l'anglais, par exemple. Alors que l'Inde, c'est quand même un immense continent où les gens ils parlent l'anglais, ou le Ghana, ou le Kenya. Enfin, je veux dire, il y a pas, on n'en fait pas une. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, et cette politique de respectabilité aussi que propose l'État français, et qui est vraiment liée à ce colonialisme particulier, et qu'il faut vraiment. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi les indigènes, les colonisés vont là, parce qu'il y a une offre matérielle et puis une offre narcissique aussi. Je veux dire, on devient. Je veux dire là, je sais pas moi, c'est Breton qui s'effondre devant César parce qu'il parle français mieux qu'un français. Je veux dire, bon, alors il y a quand même aussi un prix, quoi, un bénéfice. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment encore compris comment ça marchait et comment se battre contre ça, comment le déconstruire vraiment. Parce qu'on comprend pourquoi ça marche, on comprend ce qui est offert, on comprend pourquoi les personnes peuvent céder, mais on ne sait pas encore quoi opposer. Et c'est vrai que on va opposer le fait d'être autonome et de se dire on balance ça, on n'a pas besoin d'être, quoi. N'est pas si fort. En tout cas, enfin si, ça l'a été très fort l'idée. Et c'est vrai que en fait, l'État français a compris le danger de ça et a offert encore plus d'intégration sous une forme complètement à la fois de discrimination et d'intégration. C'est toujours ça. Il y a toujours les deux. D'un côté, il y a de la discrimination, et de l'autre côté, il y a enfin les deux ensemble, quoi, pratiquement. Mais cette question d'intégration est vraiment puissante, quoi. Et l'offre, le racisme, et vraiment c'est là qu'on comprend beaucoup mieux, n'est pas une opinion, puisqu'on voit que son offre est aussi quelque chose de très puissant. Il y a déjà offre quelque chose qui est vraiment il y a une satisfaction. Je veux dire, il y a quelque chose qui c'est pas simplement de l'ordre de me sentir supérieur ou d'avoir plus de choses matérielles. En plus, c'est pas vrai. Par exemple, on sait que les petits blancs aux États-Unis, par exemple, peuvent être 10 fois plus pauvres que les noirs dans les villes. Enfin, pauvres aussi dans leur vie, pas simplement matériellement. Et puis, on le voit aussi en France, quoi. Je veux des moments. Mais le racisme offre, et là, il offre aux Marocains, ou il offre aux Sud-Africains, ou il offre par un état de personnes, offre quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut aussi dépasser le fait que le racisme, c'est pas simplement une histoire blanc-noir, mais ça offre une structure qui est aujourd'hui est reprise justement par les peuples qui ont été les victimes du racisme.
Parce qu'il y a quelque chose. Alors après, bon, bah, c'est les Nord-Africains contre les Africains subsahariens, ou entre Africains subsahariens, ou entre, enfin, oui, alors c'est sans limite, quoi. C'est sans limite parce qu'il y a toujours quelque chose, ou alors tout le monde contre les Roms. oui, et les Roms. Et donc ça marche. Et donc on voit bien que la question de la lutte antiraciste est absolument fondamentale et qu'elle n'est pas simplement donc de poser une question d'éducation ou de contre-opinion. Il y a quelque chose dans le racisme qui a une offre, qui a son pouvoir d'évocation et pas simplement de statut social. Ça, c'est pas simplement de l'offre matérielle. Et ça, c'est vraiment, et là, la France, elle a une des fortes. Enfin, l'État français est très fort. De nouveau, comprendre, et ça revient avec cette mission civilisatrice qui a offert quelque chose, qui n'a pas été que répressive, qui a offert quelque chose. Vous deviendrez des Français. Et ça, c'était vraiment, c'était l'Olympe, hein, atteindre l'Olympe. Parce que devenir français, c'était atteindre quelque chose aussi de la philosophie, des Lumières, de quelque chose qui était quand même au-dessus de tout, quoi. Qui, Belgique, qu'est-ce qu'elle peut faire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a à offrir? Elle n'a pas de Voltaire, elle n'a pas de Rousseau, elle n'a pas de Victor Hugo, tout ça. Et et c'est ça qu'il faut aussi aujourd'hui beaucoup déconstruire. Vraiment, on le voit, la question de l'intégration, c'est vraiment très profond. Très, très profond. C'est vraiment une structure psychique, matérielle, ça, mais vraiment, et nous, tant qu'on n'aura pas déconstruit cela fortement, ça reste une offre tendante. Il y a quelque chose à gratter pour penser la question de ce côté-là, mais qui est vrai. Et c'est de la même manière, c'est qu'est-ce que nous offrons contre. Et il y a une offre aussi de notre part, mais aujourd'hui, cette offre, c'est aussi l'offre d'une utopie émancipatrice. Et donc, est-ce qu'on est prêt à y aller? Bon, je dis un peu, c'est un peu comme on peut dire l'aventure, mais c'est effectivement, est-ce que c'est plus tentant que ça? Parce qu'il y a un confort là-dedans aussi, un confort au sens de, il n'y a pas trop de pensée, et puis vraiment, je veux dire quand même, la vie des décoloniaux, est-ce qu'on en a vraiment envie, là? Elles se font insulter, ils se font censurer, tout ça, donc, c'est bon, alors, c'est quand même bien, puis ils ont quand même changé les choses, c'est bien, mais, quand même, c'est bon, alors que de l'autre côté, il y a une offre avec laquelle qu'on peut critiquer, qu'on peut trouver, mais qui reste quand même tentante. Et ça, Fanon l'a étudié, mais pas seulement, Césaire, d'autres, c'est évidemment la structure psychique du racisme, pour parler ainsi. J'ai passé trop de temps à vivre